Bien, bienvenue donc sur Maïlé Ava. Alors on est sur la série de cours donc consacrés, on va arriver au Shlom Bayit. Alors on est sur le cours maintenant, comment regagner le respect. Comment regagner le respect une fois qu'on s'est disputé, comment s'accrocher, se raccrocher l'un à l'autre. Alors, pour répondre à cette problématique, parce que ce n'est pas une question à laquelle on répond, il n'y a pas de réponse ici à cette question. Il faut repréciser encore une fois, comme on l'a dit à plusieurs reprises, qu'on n'est pas ici dans le domaine de la question technique et de la réponse technique. On est ici dans un cours, dans des cours de quelques minutes qui permettent, si vous voulez, d'ouvrir un dossier et puis de tracer une problématique. Voilà. Et puis d'indiquer comme cette voie. Mais il est évident que les couples qui vont regarder ces cours et qui pensent que ils ont besoin donc de réfléchir un petit peu sur leur devenir, c'est sûr qu'il faut qu'ils nous consultent et qu'ils rentrent dans un processus de thérapie du couple, parce que les choses ne se résolvent pas en quelques minutes. Ce n'est pas avec quelques bonnes paroles et quelques bonnes décisions qu'on arrange la vie d'un couple et qu'on se remet sur les rails d'un bon fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette problématique? Première chose d'abord qu'on peut dire, citer un enseignement de nos sages qui se trouve dans le traité Gittin, à la page 43. Regardez ce que disent nos sages. Nos sages disent « En Adam Omed ela al divrei Torah ». Un homme ne peut comprendre, posséder, intégrer les divrei Torah, les paroles de la Torah, imken, ela imken nirshal baem, que s'il a trébuché sur ces paroles-là. Autrement dit, pour qu'un homme intègre un enseignement, il faut qu'il ait trébuché. Pour qu'un homme puisse intégrer une conduite, un fonctionnement, il faut qu'à un moment donné de son existence, il ait connu une crise. Ça veut dire que la crise est quelque chose de profondément profitable. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Beaucoup de gens qui passent par des crises, en fait, s'enfoncent dans la crise. Pourquoi? Parce que la crise, elle va générer des comportements. Mais ces comportements sont des comportements accusateurs. Lorsqu'on est en dispute, lorsqu'on est en conflit, on s'accuse. On s'accuse mutuellement. On ne se donne pas de crédit. On ne se donne pas le droit à l'échec. On ne se reconnaît même pas le droit de réviser sa conduite. Lorsqu'on est en conflit, on a en quelque sorte envie d'écraser l'autre. On a envie de prouver qu'il a tort. On a envie de se prouver à nous-mêmes qu'on a raison. Et c'est la raison pour laquelle on passe complètement à côté de ce qu'on peut tirer d'une crise. Qu'est-ce que c'est une crise? La crise, c'est en fait l'effondrement d'un système de fonctionnement qui ne produit plus les effets, lequel fonctionnement ne peut plus produire les effets qu'il produisait auparavant, et qui est un fonctionnement refusé par l'entourage. C'est ça une crise dans le couple. Ça veut dire qu'il y a un conjoint aujourd'hui qui dit stop. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, dans l'individu, dans chacun des deux protagonistes du couple, des forces qui disent stop. Ça suffit. Et donc, va se nouer, entre les conjoints, va se nouer un rapport de rancœur. Donc, quel est le problème? C'est que, vous savez que lorsqu'on a des comportements, et que ces comportements sont connus et identifiés, vous savez que très souvent, on préfère rester dans ces comportements-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à bouger de ce qui finalement nous rassure, même si ça nous détruit. C'est paradoxal comme phrase. Il y a des choses qui nous abîment, voire qui nous détruisent, mais on reste dedans. Pourquoi? Parce qu'on connaît. Et donc, en fait, penser du mal de l'autre, et puis finalement, décider quand même de rester avec l'autre, et puis finalement, décider de rester avec son pire ennemi sur Terre, entre guillemets, le voir tous les matins, le voir tous les soirs, la voir tous les matins, tous les soirs, c'est finalement s'assurer de rester dans un phénomène, dans un fonctionnement qui est stable. Et donc on a un énorme problème à sortir, à changer ses habitudes de pensée. Quelle est la difficulté finalement dans le fait de renouer? C'est finalement très souvent, dans un premier temps, le fait de devoir s'excuser. C'est très difficile pour quelqu'un de reconnaître son erreur, parce que c'est difficile de reconnaître pour quelqu'un le bénéfice qu'on tire d'une erreur, parce que c'est très difficile pour quelqu'un, pour les gens, de reconnaître finalement que l'erreur est profitable. Une fois qu'elle a été faite. Ça veut dire qu'il faut les faire. Mais dire finalement, j'ai fauté, je me suis trompé, je me suis mal comporté, je m'excuse, je demande Mechila, je te promets que je ne recommencerai pas, j'ai envie que nos rapports soient des bons rapports, c'est finalement reconnaître qu'on s'est trompé et devoir maintenant changer de fonctionnement. Et il y a ces deux aspects-là. Il y a un aspect qui touche à l'ego, qui est l'aspect de l'excuse, qui est l'aspect de la remise en cause. Mais il y a un aspect qui touche au confort,
aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a un aspect qui touche au confort. Parce que finalement, rester dans un même fonctionnement, c'est rester dans un certain confort. Et donc finalement, la difficulté quand il s'agit de regagner le respect, bah, c'est tout simplement une difficulté à vaincre son ego et en même temps à aller vers quelque chose de nouveau. Et finalement, il y a ici deux pôles fondamentaux dans la vie d'un juif. Regardez par exemple le calendrier. C'est quoi notre calendrier? Notre calendrier, c'est un calendrier dans lequel on commence avec Rosh Hashanah, avec Kippour. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas avec la sortie d'Égypte? Dans la Torah, on commence avec la sortie d'Égypte. Mais dans notre année à nous les êtres humains, on commence avec Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on commence d'abord avec une remise en cause, avec une réflexion, avec un engagement, avec finalement des constats, avec finalement ce qu'on appelle un cheshbon nefesh. Ce que j'ai fait, ça marche ou ça marche pas? C'est bon ou c'est pas bon? Ça produit quelque chose de bien ou quelque chose de mal? C'est profitable ou c'est pas profitable? Qu'est-ce que je fais de mon existence? Puis ensuite, une fois qu'on a fait ce compte, alors là, on va pouvoir avancer plus facilement vers le pardon. Et là, finalement, dans cette problématique de regagner le respect, très souvent, les gens ont un problème parce qu'ils commencent par la fin. Ils se disent, mais regagner le respect, ça veut dire que je vais devoir abattre mon ego. Comment je peux abattre mon ego vis-à-vis de l'autre? Personne n'aime ça. Personne n'aime abattre son ego vis-à-vis de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont beaucoup de mal à renouer, à demander pardon et à regagner le respect qu'ils avaient perdu et finalement à se raccommoder. Parce qu'il y a, on l'a dit, la remise en cause et il y a le pardon. Mais les gens sont directement dans l'étape du pardon. Donc ils sont tout de suite dans une interdiction qui est liée à l'ego. Parce que c'est leur ego qui va tomber. Mais personne ne veut mettre son ego par terre. Par contre, il y a une chose qu'on est tous obligés de faire. C'est faire ses comptes. Et ça n'engage pas mon ego. Ça engage ma chorma, ça engage mon intelligence. Réfléchir. Voilà, on s'est disputé. On ne se parle plus depuis une semaine. Ça traduit finalement des choses qui sont présentes dans notre couple depuis des années. Des choses dont on n'avait jamais parlé. Maintenant, j'en ai marre, j'en ai assez. Je reste avec quoi? Avec ma frustration, avec ma colère. Pourquoi? Parce que ma frustration et ma colère, elles sont plus simples que de me remettre en cause. Parce que si jamais je me suis mal comporté, il faudra que j'aille m'excuser. Et moi, je suis déjà dans l'équation, mais cette personne-là, mon conjoint, il est, tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Et de toute façon, pourquoi est-ce que j'irai m'excuser alors qu'elle est ça? Voilà l'équation qui interdit le retour en arrière. Et cette équation, pour la briser, il faut revenir au vrai point de départ, qui est d'abord, mais pourquoi on en est là? Elle a ses responsabilités, mais j'ai les miennes. Il a ses responsabilités, mais j'ai les miennes. Quelles sont les miennes? Si je prenais le temps de consulter une thérapeute pour essayer de me connaître un peu, essayer de comprendre ce que je suis, ce qui en moi finalement a fabriqué ce conflit. Si j'essaie tout simplement de prendre une feuille et de noter sur une feuille les quelques points de mon comportement, de mon fonctionnement qui ont généré ce conflit. Si j'essaie de me remettre en cause, moi, avec moi, ça n'engage que moi. Je n'ai pas de problème d'ego. Moi, avec moi, je n'ai pas de problème d'ego. Tout va bien. Personne n'en saura rien. Dans mon coin, tout seul, toute seule, je prends une petite feuille de papier, je me pose des questions sur moi tranquillement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène qui est très intéressant, qui est un phénomène de désir de renouer avec l'autre. Et finalement, il a raison, elle a raison. J'ai des qualités, j'ai des défauts. Mais mes défauts sont assez insupportables. Ces défauts sont aussi responsables de ce conflit. Comment on peut faire? Donc, une fois que l'individu s'est arrangé avec lui-même et qu'il a reconstruit son ego, mais cette fois-ci de manière positive, il a reconstruit son esh. Dans les autres cours, on a parlé notamment le cours sur le respect et l'argent, le troisième cours sur le respect et l'argent, on a parlé des 4 forces qui sont présentes dans le Nefesh Hayesodi, dans la partie vitale de l'âme. Il y a le Esh, le feu. Dans le feu, il y a l'ego. Il y a l'orgueil, il y a la destruction de l'autre. Mais il y a la Hanava, il y a la modestie, il y a se connaître, il y a chercher à être au mieux de ce qu'on peut donner. Donner le mieux de ce qu'on peut donner. Être soi-même. Être en connexion avec toutes ses forces, psychiques, mentales, spirituelles, essayer de travailler. Mais une fois que j'ai satisfait mon ego, entre guillemets, mais le bon cette fois-ci, ça a des forces qui sont très positives, qui sont finalement, je veux avoir une bonne image de moi-même, je veux être quelqu'un de bien, je veux être compris comme quelqu'un de bien, je veux me connaître, je veux savoir qui je suis, je ne veux pas vivre dans l'incertitude. Une fois que j'ai travaillé ça, c'est beaucoup plus simple maintenant d'aller vers la deuxième étape et dire, tu sais, finalement,
c'est vrai, je comprends, mon comportement, c'est un comportement qui a été un petit peu difficile, j'ai été dur, je m'en excuse. Ça devient beaucoup plus simple. Ça devient beaucoup plus simple parce que la personne qui maintenant vient s'excuser, la personne qui cherche à renouer, est une personne qui n'a plus rien à perdre. Elle a tout à gagner. Puisque maintenant, elle a fait un certain travail de connexion avec elle-même. Un travail de vérité. Un individu qui est dans son makom, ce qu'on appelle dans son makom, le makom dans sa place, dans son endroit. Makom, c'est le mot mekayem. Il sait ce qui le tient et le soutient. Il sait ce qui le fait et le défait. Il se connaît. Il n'a pas de problème à aller vers l'autre et à lui dire « je m'excuse, là je me suis mal comporté ». Mais il n'aura pas de mal à faire aussi autre chose. Vous savez que les machloquettes, les disputes, ça vient toujours parce qu'on ne tient pas sa place. C'est très intéressant parce qu'on le dit dans la prière. On dit « Osé shalom ibroumav » ou « Yasé shalom alenu val kolamo Israël ». Lui qui fait la paix là-haut, il fera la paix en bas. C'est pourquoi il fait la paix là-haut. Là-haut, il n'y a pas de bagarre. Là-haut, ça veut dire qu'en vérité, il organise les fonctionnements sur des trajectoires précises dont aucune créature ne sort. Là-bas, personne ne sort de sa place. Alors il y a le shalom. Alors pourquoi est-ce qu'ici, en bas, les hommes se battent? Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils veulent prendre la place de l'autre. Ils ne savent pas occuper la leur. Ils veulent en occuper plusieurs à la fois. Pourquoi est-ce que dans un couple, on se bagarre? Parce qu'on n'est pas à sa place. Ce n'est pas la seule et unique raison. Mais l'expérience nous prouve que beaucoup de bagarres, dans le couple, des bagarres sérieuses, ce n'est pas des disputes ou des conflits. C'est des bagarres, c'est des guerres, c'est des problèmes, des graves dysfonctionnements viennent du fait qu'on n'est pas à sa place. Je vous donne un exemple très simple. Le mari, par exemple, n'est pas à sa place. C'est quelqu'un qui est ou trop mou ou trop dur, mais il n'incarne pas l'autorité dont sa femme et ses enfants ont besoin. D'où le fait que les choses vont commencer un petit peu à se déplacer. La femme, par exemple, est extrêmement intrusive et ne laisse pas, par exemple, son mari s'exprimer. Elle ne va pas laisser, par exemple, son mari exprimer ses émotions. Elle veut que son mari soit parfait. Elle veut que son mari exprime le moins possible ses émotions. Il faut qu'il soit dur, il faut qu'il soit capable de tenir. Comme elle voit que ce n'est pas le cas, elle occupe ce terrain-là, de manière déplacée. Alors ça va vous donner, par exemple, des cas dans lesquels, finalement, vous allez avoir un mari qui, à un moment donné, se révolte contre les colères de sa femme, contre la dureté de sa femme, ou alors, au contraire, d'une femme qui va se révolter contre ou l'indifférence de son mari, ou au contraire, sa trop grande violence. Mais dans tous les cas de figure, de quoi on parle? On parle de gens qui ne sont pas à leur place. Et donc, on va avoir toute une série de conflits qui vont naître sur cette base-là. Comment est-ce qu'on va renouer? Quand l'individu va réfléchir, quand les conjoints vont réfléchir, chacun de leur côté, et s'il faut, ils vont se faire aider pour ça. Ils vont réfléchir finalement, qu'est-ce qui en moi fabrique ce désordre? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas à ma place? Qu'est-ce qui, dans mon histoire personnelle, peut-être dans la perception que j'ai de mes parents, peut-être du couple de mes parents, parce qu'on importe énormément de choses des parents dans la maison, peut-être que dans la perception que j'ai de mes parents, dans la perception que j'ai même de ce que je suis, de ma personnalité, je me trompe sur moi-même. Peut-être que je suis complètement à côté de ma plaque. D'accord? Moi-même, je suis une plaque commémorative. Je me souviens de ce que j'ai été quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Et puis j'ai une certaine vision de ma personnalité. Mais enfin, aujourd'hui, les choses ont bougé. Je ne me vois plus du tout tel que je suis. Je suis autre chose. Je me trompe sur moi-même. Un individu qui ne se trompe pas sur lui-même, c'est un individu qui a toutes les chances de renouer très correctement avec son entourage. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile de vivre avec des gens qui ne savent pas demander pardon. Vous savez que les grandes crises sont des crises qui naissent parce qu'il y a eu avant ça une multitude de petites crises. Maintenant, dans cette multitude de petites crises, quand les gens viennent en thérapie du couple, ils disent, vous savez, hein, ça fait longtemps que cette histoire dure. Ça fait très longtemps. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, entre nous, finalement, on ne sait pas se réconcilier. On n'arrive pas à se réconcilier. On laisse les choses pendantes comme ça pendant des années. On ne s'explique pas. Alors finalement, on va renouer. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on s'explique? Vous savez par exemple que dans le Shulchan Aruch, il y a 9 cas dans lesquels le mari et la femme n'ont pas le droit d'avoir de relations intimes. Un de ces cas, c'est lorsqu'il y a une crise, ce qu'on appelle un kaas, et qu'ils ne se sont pas expliqués correctement sur les raisons de cette crise. Et bien si je vous dis qu'il y a beaucoup de couples qui vivent ensemble, et qui ne se sont jamais expliqués, de manière claire, nette et précise, sur les différentes crises qu'ils ont passées. Ils ne se sont jamais demandé pardon. Ils ne se sont jamais dit, voilà, si c'est arrivé, c'est pour telle et telle raison, voilà ce qu'on doit faire tous les deux pour changer. Ils ne se sont jamais expliqués l'un l'autre. Et donc en fait, ce sont des gens qui continuent à commercer,
dans leur couple, et puis finalement, ils continuent à s'occuper de la maison, ils continuent à s'occuper des enfants, ils continuent à s'occuper de la part d'un simple, finalement, c'est plus un couple. Pourquoi? Parce qu'un couple, c'est quoi? C'est une entente, une mésentente, une réconciliation. Maintenant, tous les couples passent par ce genre de cycle. Entente, mésentente, réconciliation. On va le dire différemment. Idylle, c'est l'idylle, c'est génial. Déception, reconstruction. Ça, c'est les couples qui marchent. Mais les couples qui ne marchent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont entente, idylle, déception, crise, fonctionnement. On continue à fonctionner ensemble. Enfin, au fond, qu'est-ce que vous pensez l'un de l'autre? Moi, ça fait des années qu'on aurait dû divorcer. Hein. Moi, je l'avais toujours pensé. Moi, je l'avais dit d'ailleurs. On aurait dû divorcer depuis longtemps. On s'entend. On ne s'est jamais entendu. Enfin, vous avez quand même eu 5 enfants ensemble. On ne s'est jamais entendu. Enfin, vous avez construit une maison, vous avez une vie, non, on n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est jamais occupé de ce qui fait, finalement, notre relation. La relation entre un homme et une femme, il faut savoir que c'est une relation totalement improbable. Il n'y a aucune raison pour que ça dure. La seule raison pour laquelle une raison peut durer, c'est parce qu'on injecte dans cette relation des éléments qui sont des éléments spirituels, c'est-à-dire des éléments de chesed, de bonté, de partage, de pardon, de reconnaissance de l'erreur. Mais tout ça, ce sont des éléments qui sont liés à la neshama. C'est pas lié au corps. Le corps, lui, il veut prendre. Le corps, lui, il veut du respect. Le corps, il veut qu'on se couche devant lui. Le corps, il veut qu'on le caresse, il veut qu'on le nourrisse, il veut qu'on le remplisse. Voilà ce qu'il veut, le corps. C'est pas lié au psychisme non plus. Parce que le psychisme, il a besoin de satisfaction égotique. Des choses qui sont de l'ordre de l'ego. Par contre, la neshama, la partie divine de notre être, c'est celle-là qui gère le don, le pardon, la capacité à se faire pardonner, qui gère la capacité à se remettre en cause, à faire teshuva, à renouer avec l'autre. Tout ça, ce sont des choses qui sont spirituelles dans leur essence. En matière de spirituel, c'est-à-dire en matière de construction psychique, mentale, spirituelle, il ne peut pas y avoir de choses qui viennent toutes seules. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui vient tout seul. Jamais. Je vous rassure tout de suite, si vous attendez que ça vienne tout seul, le Chazon Ish, j'ai déjà passé par là, j'ai expliqué dans Imouna Obitachon, que quelqu'un qui laisse la nature faire, il va devenir un parfait coléreux, un parfait orgueilleux, un parfait paresseux. Moi, je donne toujours cet exemple. Vous avez des jeunes, par exemple, des enfants, ils ont toujours 18 sur 20, mais sans rien faire. Et puis, à un moment donné, il y a un moment où pour avoir des diplômes, il faut aller un petit peu plus vite, un petit peu plus fort. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens-là? Ils deviennent des parfaits paresseux. Jusqu'au jour où ils prennent un mur, 2 murs, 3 murs, 4 murs, et là, ils sont obligés de se mettre au travail. C'est la même chose dans la vie. Il y a des gens qui laissent le naturel aller au galop, non pas revenir au galop, mais aller au galop, jusqu'au jour où ils prennent un mur, 2 murs, 3 murs, 4 murs dans leur couple, et là, ils comprennent qu'il faut se mettre au travail. Un couple ne se construit pas tout seul. Partager une intimité, partager les comptes, acheter une maison ensemble, élever des enfants, ça ne fait pas un couple. Les gens disent on ne s'entend pas, on va avoir un couple. On va avoir des enfants. Comme ça, notre couple va se renforcer. Non. L'expérience montre que ça fabrique quelque chose de très extérieur. Ce qui fait qu'un mari et une femme se réconcilient et s'entendent et construisent, c'est parce qu'ils se réconcilient, ils s'entendent et ils travaillent à se remettre en cause dans le trajet qu'on a montré. C'est-à-dire le trajet de la remise en cause et le trajet du pardon. Le trajet de la remise en cause et le trajet de demander pardon. Il faut savoir demander pardon et en même temps savoir pardonner. Il y a maintenant un troisième point, qui est tout à fait fondamental, qui est la chevra, le groupe d'amis, la famille, le clan parfois dans lequel on vit. De quoi s'agit-il? Très souvent, les gens font partie donc d'un clan familial ou de 2 clans familiaux. Très souvent, les gens font partie d'une chevra, ils font partie d'un groupe d'amis. Et ce groupe d'amis, il imprime un certain nombre de choses sur le couple. Vous savez que le Rambam Maïmonide nous dit qu'un homme est beaucoup fait de ce que la chevra dans laquelle il vit, de ce que la société dans laquelle il vit imprime sur lui. Et elle imprime beaucoup de choses et elle a une très grande force. Alors il y a beaucoup de gens qui disent on ne peut pas divorcer parce que qu'est-ce que les gens vont dire? On ne peut pas se disputer parce que qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Qu'est-ce qui va bien se passer si jamais on divorce? C'est horrible. Et là va se nouer un autre problème qui est là beaucoup plus embêtant, parce que cette fois-ci, en général, il concerne les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Les parents font semblant de s'entendre, mais les enfants, eux, qui ont les antennes émotionnelles dressées jusqu'au C, savent très bien que les parents ne s'entendent pas. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, les enfants? Ils vont répéter ce comportement, et ils vont finalement
à un moment donné, dire, bah, finalement, la vie est possible si on fait semblant. Et donc vous avez beaucoup d'enfants qui sont issus comme ça de familles dans lesquelles ça ne marche pas, et qui sont des enfants qui ont appris à vivre comme des maranes. C'est des juifs clandestins. C'est des êtres humains clandestins. Ils sont clandestins. Vous ne les entendez pas, les enfants, vous ne les entendez pas, mais ils ont tout vu. Vous ne les sentez pas, mais eux, ils ont tout senti. Vous ne les entendez pas, mais ils ont tout entendu. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont senti, ils savent très bien. Et le couple s'installe dans le mensonge. Alors la solution, elle est effectivement, encore une fois, vieux motard que jamais, mieux vautard que jamais. La solution, elle est à un moment donné d'affronter sa vérité. Il est certain que plus le conflit est ancien, plus le mari et la femme se sont affrontés silencieusement par la fuite pendant des années, plus la thérapie sera dure. Mais en règle générale, il y a dans la vie des crises qui renvoient les gens à la nécessité de faire des choix. Et d'ailleurs, les gens viennent en thérapie, ils le disent, on ne peut pas continuer comme ça. Effectivement, on ne peut pas continuer comme ça, il y a un moment où on est obligé de faire des choix. Est-ce qu'on décide de renouer avec soi-même? Est-ce qu'on décide de renouer avec l'autre? Est-ce qu'on décide de construire? Alors très souvent, ce genre de couple, par exemple, qui n'ont pas travaillé ça, eh bien, ont marié le dernier enfant et divorcent. Parce qu'effectivement, ça fait des années que ce n'était pas un couple. Ça fait des années qu'ils n'étaient plus mariés. Il y en a d'autres qui, effectivement, se retrouvent dans ce genre de situation à l'occasion de la crise d'adolescence de l'un des enfants qui focalise, en fait, une opposition entre les parents. Il y avait une opposition sous-jacente et cette crise d'adolescence va focaliser l'opposition entre les parents. En tout cas, dans tous les cas de figure, il est certain qu'il n'y a aucune possibilité pour les parents, pour un couple, de se sortir de cette situation si le couple ne fait pas ce travail de remise en cause personnelle et ce travail donc de pardon. Alors maintenant, il y a un aspect qui est un aspect cette fois-ci technique. Souvent, quand on renoue, quand on recommence à fonctionner ensemble, ben, il y en a un des deux qui va être sarcastique, il va se moquer de l'autre. Ben, et donc, hein, ça te fait plaisir de te voir un petit peu avec un petit sourire comme ça. Ça fait plaisir de voir que tu fais des compliments, etc., etc. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est marqué dans l'Ilchot Teshuvah, au 2e chapitre à la loi 10, c'est écrit la chose suivante, je vous le lis dans les mots, et on va voir ce qu'on peut en tirer cette fois-ci au niveau du fonctionnement du couple. Assur la dame liot achzari velo yitfayes. C'est interdit à un être humain d'être cruel et de ne pas s'apaiser. Et là, yeh noach les ratzot ve caché lichos. Il faut qu'un individu soit prompt, rapide, souple dans l'agrément, à agréer la demande de l'autre et finalement à renouer. De cacher les chos, il faut que ça soit dur pour lui de se mettre en colère. Et lorsque la personne qui a fauté contre lui demande pardon, il apprend à pardonner d'un cœur plein et entier, et avec bonne volonté. Même cette personne a beaucoup fauté à son égard, il lui a fait un tort considérable. Il ne se vengera pas, il ne gardera pas rancune. Et ça, c'est l'habitude de la descendance d'Israël, c'est l'habitude des Juifs. Et de ce cœur juste qu'ils ont en eux. Aval, Aovde Kochavim, Arlelev, ces gens qui appartiennent au grand monde à l'extérieur du peuple juif, Enamken, et là, Evratan, Shambra, la Netzach, leur fureur est gardée à tout jamais. Qu'est-ce qui est marqué ici? Il y a beaucoup de non-juifs qui pardonnent plus et mieux que les juifs. Qu'est-ce qui est marqué ici? Il est marqué ici que la force du pardon, c'est une force spirituelle. De la même manière que la force de la remise en cause, elle est spirituelle, la force du pardon, elle est spirituelle. C'est quelque chose qui nécessite un effort surhumain, extraordinaire, surnaturel. C'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce qu'on appelle le mimélé. Ça ne vient pas tout seul. C'est quelque chose qui nécessite une vraie réflexion. Dans un couple, il y a 3 axes dans cette réflexion. Qu'est-ce que je gagne à détruire mon couple? Ça, c'est la première chose. Quelle est la raison profonde pour laquelle je me sens tellement vexé, tellement humilié ou tellement en colère de l'attitude de l'autre? Quelles sont mes responsabilités dans la naissance de cette situation? Ce sont des photos qu'il faut savoir prendre parce que c'est des photos qui permettent de poser dans un conflit, de poser sa responsabilité. Puis ensuite, quand l'autre maintenant fait le premier pas, eh bien ça permet de poser une autre responsabilité, qui est la responsabilité de la reconstruction. Quand l'autre il fait un premier pas, il vient vers nous, le Rambam Maïmonide nous dit, il ne faut pas être arzari. Arzari, cruel, c'est la conjonction de 2 mots. Arzari. Ar, ça veut dire seulement, zari à l'extérieur. Il ne faut pas être seulement à l'extérieur. C'est vrai que psychologiquement, affectivement, il faudra du temps pour renouer un lien qui s'est défait.
Mais il faut commencer. Et lorsque l'on commence, effectivement, on est un petit peu à l'extérieur, parce qu'on pardonne, mais on n'est pas encore complètement dans la capacité de renouer réellement. Et puis petit à petit, une fois qu'on aura avancé dans le pardon, une fois qu'on aura avancé dans cette problématique, eh ben, on va être capable de finalement totalement oublier et pardonner. Et ça, c'est tout à fait fondamental, parce que c'est ce qui fait qu'un couple peut prétendre à reconstruire sa situation, reconstruire sa relation. C'est-à-dire que vous avez des couples qui ne peuvent pas prétendre à ça, parce que ce sont des couples dans lesquels, finalement, chacun est ancré dans ses certitudes. Chacun est ancré sur sa position. Vous avez beaucoup de gens qui sont seuls dans la vie, mais ils ont raison. C'est des gens qui ont raison. Ils ont raison contre la terre entière. Aujourd'hui, ils sont seuls. Et vous avez beaucoup de gens qui sont idiots, mais qui vivent avec leurs femmes, qui vivent avec leurs enfants, et qui vivent réellement avec leurs femmes, et les femmes vivent réellement avec leurs maris, et ce sont réellement des couples, parce que ce sont des gens qui ont compris que dans un conflit, il y a un moment où il faut savoir se remettre en cause, et il faut savoir aller vers le pardon, dans ce sens-là, pour éviter le drame de l'ego. On ne peut pas affronter son ego. Affronter son ego, c'est comme affronter le Yetzer Hara en face. Donc nos sages nous disent dans le traité Souka, si avec ton loulave, tu vas lui mettre des coups dans l'œil du Satan, dans l'œil des forces spirituelles négatives, il dit, fais attention parce qu'ils peuvent revenir, hein, ne fais pas ça n'importe comment, parce que ça peut revenir... On ne va pas chercher à affronter son ego du premier coup, ça ne marche pas, personne ne peut faire ça. C'est affronter son Yetzer Hara, affronter un des Yetzer Hara, des mauvais penchants les plus terribles de l'individu. Personne ne veut voir son ego amoindri. Par contre, tout le monde a envie d'être vu comme quelqu'un de bien, d'être compris comme quelqu'un de bien. Donc tout le monde est capable de se remettre en cause. C'est dans ce sens qu'il faut aller. Il y a aussi, dans ce domaine-là, une différence de comportement entre l'homme et la femme. Nos sages nous disent, par exemple, dans le traité Nida, pourquoi est-ce que l'homme arrive finalement à se réconcilier et que la femme, elle, n'accepte pas facilement qu'on vienne s'excuser? Alors de quoi on parle? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire que c'est pas vrai. Moi, je sais que mon mari, il faut des années avant de le calmer, et moi, c'est toujours moi qui reviens vers lui. On dit aussi autre chose. La Kabbalah nous enseigne que la femme appartient à l'ère de la midatadine, l'ère de rigueur. Et qu'en fait, c'est tout à fait logique, parce que comme elle est dans la douceur, elle est dans le dialogue, si elle venait de la sphère du chesed, de la bonté, elle serait complètement mangée et avalée. L'homme, lui, vient de la sphère du chesed, son âme vient de la sphère de la bonté. C'est tout à fait normal, parce que l'homme, il est logique, il est anguleux, il rentre facilement dans des conflits. Donc il faut aussi qu'il contienne la force spirituelle qui lui permet d'en sortir plus vite. Alors nos sages nous disent, tu sais pourquoi l'homme, il a cette capacité à renouer, à demander pardon, à dire, bon, finalement, je m'excuse, à passer. Et pourquoi est-ce que la femme a moins cette capacité-là? On parle ici des cas, notamment, l'expérience montre que cet enseignement s'applique particulièrement aux cas dans lesquels finalement il y a un conflit ancien et durable, dans lequel finalement le mari est devenu un petit peu aquaboniste, mais si on arrive à le convaincre que ça vaut la peine de reconstruire son couple, alors il peut faire ce premier pas. Mais la femme, quand elle décide de divorcer, qu'elle décide qu'elle en a assez, c'est fini. Avant de la faire revenir en arrière, il faut beaucoup d'énergie. C'est un peu de ça dont on parle. Pourquoi est-ce que l'homme arrive à se remettre en cause de ce point de vue-là et un peu moins la femme? Eh bien, il dit parce que chacun regarde de l'endroit où il a été créé. L'homme, il a été créé à partir de la terre. La terre, on y met un petit peu d'eau, on l'a fait changer de forme. Mais la femme, elle a été créée à partir de l'intérieur de l'homme. Or, l'homme, c'était un être humain qui avait déjà ses tendances organisées. Donc, il avait déjà un moi, il avait déjà un ego. Et donc, elle comporte cet élément-là. Qu'est-ce que nos sages nous disent ici? Nos sages nous disent ici un phénomène qui est observable dans beaucoup de conflits. C'est que nous observons qu'à partir d'un certain niveau de conflit, et c'est plutôt au mari qu'il faudrait dire ça, à partir d'un certain niveau de conflit, quand la femme dit « ça y est, c'est fini », c'est terminé. Quand une femme décide de demander le divorce, quand une femme en a assez, il y a un moment où elle dit « ça y est, c'est terminé ». Et vous ne pouvez plus rien faire pour la faire revenir en arrière. Vous ne pouvez plus rien faire, vous pouvez, mais la masse d'efforts et d'énergie qu'il faudra déployer, elle est considérable. C'est ce qui nous est enseigné ici. Il y a, d'une manière générale, encore une fois, c'est une considération générale, mais qui se vérifie dans l'expérience. À partir du moment où une femme décide d'en finir, c'est beaucoup plus difficile pour elle d'admettre un retour. La femme peut supporter un mari qui la trompe. Parfois, les femmes supportent des maris qui les battent. Les femmes, parfois, supportent des maris insupportables pendant des années.
le mari n'est pas capable de supporter une femme qui serait profondément insupportable, comme les hommes parfois sont insupportables vis-à-vis des femmes. Et bien, un homme, très souvent, lui, se brise beaucoup plus vite et finit par demander le divorce beaucoup plus vite. La femme a une capacité d'endurance. Mais elle a une capacité d'endurance qui va avec le fait que lorsqu'elle dit stop, c'est fini. Et ça, c'est au mari qu'il faut le dire. Il faut savoir que beaucoup de maris sont des gens qui tardent à venir en thérapie. Pourquoi ils disent oh, ça va, j'ai des problèmes, je suis en train de se plaindre, vous savez comment sont les femmes, etc. Et puis, le temps passe. Et le désordre s'installe. La colère gronde, la révolte arrive, et un beau jour, la femme prend ses affaires et s'en va. Et le mari dit mais qu'est-ce qui se passe? Comment je comprends pas? Je dis, mais ça fait juste 5 ans qu'on vous explique, monsieur, de venir en thérapie. Et là, il y a un phénomène de... Il y a un phénomène de décalage dans le fonctionnement de l'homme et de la femme. La femme est capable d'absorber longtemps, mais elle n'est pas capable d'absorber indéfiniment. L'homme, il n'est pas capable d'absorber longtemps, mais il est capable de laisser traîner indéfiniment. Et bien ça, c'est une grave erreur. Et c'est ce qui fait que beaucoup de couples n'arrivent pas à se retrouver. Parce que quand l'homme décide de revenir enfant, ben la femme, elle est déjà partie. Parfois, c'est l'homme qui est parti. Et la femme qui dit « Ah, j'étais vraiment tellement insupportable ». Parfois, c'est l'homme qui est parti. C'est-à-dire que chacun doit être à l'écoute d'un fonctionnement qui est un fonctionnement, j'entoure ce mot de gros guillemets, naturel, au sens où c'est un fonctionnement récurrent. On le retrouve très souvent chez beaucoup d'hommes, chez beaucoup de femmes, dans beaucoup de conflits, dans beaucoup de couples, dans beaucoup de divorces. On retrouve cet élément-là. Cet élément du décalage, de la réactivité de l'homme et de la femme. La femme, elle encaisse longtemps, du coup, elle s'en va, elle dit « Qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend pas. » Mais ça fait 5 ans qu'on te dit de venir avec ton couple. Et bien vous avez dit, mais pourquoi il est parti? Je dis, mais c'est 3 ans que tu lui cries dessus, il ne va pas supporter ça indéfiniment, il n'a pas ton endurance, c'est pas une femme, c'est un homme. Il est parti. Passe ton temps à lui faire des reproches, tu ne le respectes jamais, tu le traites de nul du soir au matin, ben il est parti. Il y a un décalage dans la réactivité. Et ça, c'est un élément qui, lorsqu'il se déclenche, explique que le mari et la femme aient beaucoup de difficultés à se retrouver lorsqu'ils sont là au port du tribunal rabbinique. Et donc, on ne saurait que trop rappeler aux hommes et aux femmes qu'un conflit, c'est fait pour en sortir. Et là, on n'est pas en train d'expliquer ça du point de vue du conflit lui-même, à savoir qu'il faut savoir sortir des conflits et faire le shalom. C'est qu'un conflit, c'est un facteur de destruction. Et un facteur de destruction, ça finira par aboutir à la destruction si on ne le traite pas. Donc, il faut être réactif. Il faut être réactif. Il faut que les hommes et les femmes soient réactifs, qu'ils soient attentifs. Un homme, il ne peut pas supporter longtemps, et une femme, elle ne peut pas supporter indéfiniment. Ça, c'est ce qu'on doit dire dans ce qui ne marche pas. Dans les couples qui ne marchent pas, il faut le savoir. Il faut répéter cette phrase. Un homme ne peut pas supporter longtemps et une femme ne peut pas supporter indéfiniment. C'est la raison pour laquelle, quand une femme voit que son homme ne supporte pas quelque chose, il faut qu'elle essaie de comprendre ce qui se passe. Et lorsqu'un homme sent que ça craque, il faut enfin qu'il comprenne qu'il est temps d'aller voir quelqu'un et de repartir sur des bonnes bases et de réfléchir et de prendre conseil et de rentrer dans une mécanique de thérapie du couple. Ça ne va pas se réduire à quelques bonnes formules, comme certains le prétendent. Ça ne va pas se réduire à quelques petites considérations. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est un véritable travail. Ça prend pas mal de séances d'arriver à cerner les dysfonctionnements, d'arriver à se remettre en cause, d'arriver à cerner de nouvelles manières de se comporter, de prendre des décisions, de passer le stage. Mais c'est un chemin qui est long, mais c'est un chemin qui est court. Les gens prennent souvent des chemins qui sont courts. La femme crie sur le mari laisse traîner la situation. C'est des chemins courts, chacun s'enfonce dans son système. Mais ces chemins qui sont longs, ils coûtent cher après. Par contre, le chemin de la thérapie, le chemin du travail, c'est un chemin qui est long, parce qu'il faut construire, il faut transpirer, il faut retrousser les manches, il faut s'expliquer, il faut se remettre en cause. Mais c'est un travail qui est court, parce qu'il aboutit toujours à une remise en cause positive et à une reconsidération de la manière dont le couple doit marcher. À bientôt.